Bonjour, bienvenue dans Lex Insight, c'est votre rendez-vous consacré à l'actualité juridique et à l'actualité du monde du droit. Au programme de cette émission, le prêt de main-d'œuvre, la liste noire européenne des paradis fiscaux et on parlera également stratégie de développement des cabinets d'avocats. Et pour commencer cette émission, je reçois Claire Letouzet, avocate en droit social chez Simons & Simons, avec qui on va parler prêt de main-d'œuvre. Bonjour Claire. Bonjour Arnaud. Alors pour commencer, qu'est-ce que le prêt de main-d'œuvre ? Alors le prêt de main-d'œuvre, c'est un dispositif qui permet à une entreprise prêteuse, qui a donc des salariés non utilisés, de prêter donc ses salariés à une entreprise qui, elle, en a besoin et qui est donc l'entreprise utilisatrice. C'est un dispositif qui existe en droit social depuis déjà plusieurs décennies, mais qui a pris un coup de jeune avec cette crise sanitaire que nous vivons et donc ces problématiques économiques rencontrées par certaines entreprises qui sont donc en pénurie de main-d'œuvre et d'autres qui sont en sur-effectif et qui permet donc un transfert de main-d'œuvre pendant une période courte qui va fluidifier les flux économiques et les flux de main-d'œuvre. Alors justement, comment ça se passe pendant cette crise ? Alors en pratique, le gouvernement a mis en place donc ce dispositif allégé puisque initialement le prêt de main-d'œuvre doit être à but non lucratif. Alors qu'est-ce que c'est que le but non lucratif ? C'est de permettre à une société de ne pas surfacturer et à une autre société de ne pas sous-facturer. Donc une entreprise A va prêter ses salariés à une entreprise B. Normalement, l'entreprise A va récupérer le montant des salaires, des cotisations et des frais éventuels auprès de l'entreprise B qui utilise ses salariés. Eh bien, le gouvernement a permis, pendant cette crise, que l'entreprise B puisse recevoir ses salariés, soit à un coût inférieur à ce qui va coûter l'entreprise A, ou voire à coût zéro. Donc c'est un dispositif très incitatif qui permet donc cette fluidité de main-d'œuvre et également une employabilité particulièrement vivante pour ces salariés qui vont, au lieu d'être en activité partielle et donc au chômage chez eux, en attendant pouvoir être employés demain pendant cette crise, pendant une période déterminée et donc augmenter leur employabilité. Alors, quels sont les secteurs concernés par ce prêt de main-d'œuvre allégé ? Alors, les secteurs concernés sont au nombre de 4. C'est un dispositif qui a été donc mis en place au mois de juin par le gouvernement jusqu'au 31 décembre. Il y avait donc 4 secteurs qui étaient concernés. C'était l'agroalimentaire, sanitaire, médico-social, également aéronautique et transport maritime. Sauf que le gouvernement a voulu étendre ce dispositif, qui est donc très efficace, et qui permet aujourd'hui, à partir du moment où on est une entreprise en activité partielle, donc avec des salariés qui sont au chômage partiel, eh bien de pouvoir prêter ces salariés à une autre entreprise. Donc on voit que le gouvernement a étendu tout à fait de manière importante et efficace ce dispositif. Donc pour conclure, vous pensez que ce dispositif est très efficace ? Alors c'est un dispositif d'avenir qui est en train de se mettre en place. L'UIMM, qui est donc la métallurgie, est toujours un secteur très en avance, qui a déjà mis en place des plateformes pour ce transfert de salariés. D'autres secteurs tels que l'industrie pharmaceutique, le textile, l'ameublement vont faire de même. Et certaines régions françaises ont aussi travaillé sur des plateformes pour permettre aux entreprises voisines de se prêter des salariés pendant cette crise. Et pourquoi je pense, et je suis convaincue que c'est un dispositif efficace, parce que ça permet aux salariés donc d'être employables et employés au lieu d'être en chômage partiel. Et ça permet à une entreprise qui a un besoin de main-d'œuvre, au lieu de recourir à de l'intérim ou à des CDD, de se faire prêter des salariés. Et ça permet à l'entreprise initiale, donc l'entreprise prêteuse, de récupérer sa main-d'œuvre à la fin. Donc c'est un dispositif gagnant-gagnant qui, à mon avis, va être de plus en plus utilisé dans le monde du travail. Claire Letouzet, merci pour cet éclairage. C'est toujours Lex Inside et on poursuit avec la liste noire européenne des paradis fiscaux. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Olivier Mesmin, co-managing partner de BCLP à Paris. Olivier, bonjour.
Bonjour Arnaud. Alors, quel est l'impact de cette fameuse liste noire européenne des paradis fiscaux? Alors voilà, donc cette liste noire, justement, elle a un impact finalement assez limité. C'est la difficulté, c'est là où le Parlement européen a pris cette résolution au mois de janvier dernier, parce que, alors non seulement l'impact est limité, mais en plus les critères retenus pour établir cette liste ne sont pas très clairs et transparents. Et surtout, finalement, ce qui a agacé le Parlement, on va le dire comme ça, c'est qu'il y a des États ou des territoires qui ont été retirés de la liste, et notamment les îles Caïmans. Alors, le Parlement a chiffré l'évasion fiscale des entreprises à un coût annuel d'à peu près 500 milliards d'euros. Et a chiffré également la quote-part des îles Caïmans dans ces 500 milliards à 70 milliards d'euros. Et donc la conclusion, c'est de dire finalement sur cette liste, il reste un certain nombre d'États et de territoires, mais selon les calculs du Parlement européen, ça représente à peu près 2% de l'ensemble de la fraude fiscale. Donc voilà, il y a un petit agacement. L'idée, c'est que ce n'est pas assez efficace et on a voulu revoir ce système. Oui, après, ce n'est pas si simple. Les paradis fiscaux, c'est peut-être le deuxième métier le plus vieux du monde, quelque part. Donc, ce n'est pas si simple de lutter contre les paradis fiscaux. Justement, quels sont les critères qui permettent de dire que c'est un paradis fiscal? Alors, il y a plein de critères, en fait. C'est ça. D'abord, il y a des critères. Les États ont leurs propres critères. Donc la France, vous savez, en fait, toute cette lutte contre la fraude fiscale et les paradis fiscaux, c'est venu de la crise financière de 2008, où tout un tas de mesures ont été prises et la lutte contre la fraude fiscale est devenue une priorité, notamment au sein de l'OCDE. Voilà. Donc en France, dès 2010, on a eu ce qu'on appelle, c'est l'article 238 OA du Code général des impôts, c'est les ETNC, les États et territoires non coopératifs. Et là, le critère, donc dès 2010, alors que la liste noire de l'Union européenne, c'est décembre 2017. Et là, le critère est en fait le manque de transparence fiscale, c'est-à-dire le fait que ces États ou territoires ne coopèrent pas avec l'administration fiscale française pour partager des informations. On retrouve ce critère dans le critère européen et communautaire. Donc c'est le critère de la transparence fiscale, mais il y a aussi d'autres critères. Il y a le critère de l'équité fiscale, qui, en fait, pour essayer de traduire, c'est finalement des États qui mettraient en place des régimes extrêmement favorables pour attirer des capitaux, permettre la localisation de bénéfices, alors qu'en réalité, il n'y a aucune substance réelle d'activité sur le territoire en question. Et puis également aussi le fait que les territoires ou États en question ne se sont pas engagés dans cette fameuse campagne de l'OCDE sur, peut-être vous en avez entendu parler, les BEPS. BEPS, c'est Base Erosion and Profit Shifting, donc c'est tout ce qui permet de lutter contre le fait qu'un État n'est pas en mesure d'imposer la création de richesses qui a lieu sur son territoire. Voilà, pour faire simple. Et là, il y a 135 États de l'OCDE qui se sont lancés sont engagés à toute une série de mesures, 15 mesures pour être précis, pour essayer de faire en sorte que justement chaque État ait sa quote-part légitime d'impôt dans le profit réalisé sur son territoire. Voilà, donc c'est un peu tous ces critères qui sont retenus par l'Union européenne, avec en fait une difficulté soulignée par le Parlement européen, enfin plusieurs en réalité. La première, c'est qu'une fois qu'on est sur les listes noires, la belle affaire,
il y a un sujet peut-être d'image, de notoriété, enfin peut-être à double tranchant d'ailleurs, parce qu'on se dit, tiens, s'il y a bien un endroit où il faut aller pour échapper au fisc, c'est de piocher dans cette liste. Mais il n'y a pas véritablement de sanctions. Les sanctions sont laissées à l'appréciation des États membres. Pourquoi il n'y a pas de sanctions? C'est difficile à faire? Justement, c'est ce que... Alors, donc, non, mais les États membres, par exemple la France, inclut maintenant depuis 2018 dans son dispositif répressif les États qui sont sur la liste noire donc, de l'Union européenne. Donc vous avez les États identifiés par la France sur sa propre liste, plus maintenant depuis 2018. Donc en France, il y a des sanctions. Voilà. Mais ce n'est pas le cas dans tous les autres pays. Et puis, il y a la difficulté aussi, c'est le manque de transparence sur les raisons ou les critères qui ont conduit la Commission, où il y a une cellule qui est en charge de ça, cellule, je crois qu'elle s'appelle de bonne conduite, voilà, quels sont les critères qu'elle a retenus pour mettre ou enlever de la liste tel ou tel État. C'est pas clair. Les sanctions ne sont pas claires. Justement, les députés européens veulent clarifier cela? Oui, ils veulent que la procédure soit beaucoup plus transparente, que la Commission rende compte au moins une fois par an au Parlement de ses travaux, des raisons pour lesquelles tel État a été retiré ou ajouté sur la liste. Et puis, le Parlement dit, mais en fait, nous, on a des pouvoirs de coercition. On peut retirer des aides communautaires à ces États. Il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire. On ne le fait pas. Voilà. Et puis, ce que dit aussi le Parlement, c'est qu'en fait, on s'est quand même concentré sur, vous voyez, Tobago, Trinidad, etc., Panama, pour ne citer que cela. Mais en réalité, au sein même de l'Union, on sait bien qu'il y a des paradis fiscaux, enfin quoted, parce que voilà. Mais on sait que le Luxembourg, on sait que les Pays-Bas, on sait que l'Irlande ont des régimes avantageux, on va dire avantageux, et qui attirent des capitaux et qui créent des distorsions de concurrence au sein de l'Union. Pour conclure, est-ce que ça va dans le bon sens ? Oui, ça va dans le bon sens. Oui, bien sûr, ça va dans le bon sens. Enfin, cette réflexion du Parlement européen va dans le bon sens. Après, ce n'est pas un sujet facile, notamment quand on parle d'États de l'Union européenne, parce que les sanctions, si on regarde les sanctions françaises, c'est des retenues à la source, par exemple, alors qu'elles n'existent pas en temps normal, mais là, on va dire 75% de retenues à la source sur des intérêts ou dividendes qui sont payés à un pays qui est sur cette liste noire. Voilà. Mais si on pense à un pays de l'Union européenne, ça va être compliqué parce qu'il y a des conventions fiscales, il y a tout un ensemble de directives qui, précisément, s'opposent à ce qu'entre États membres, on charge la barque en termes de retenue à la source. Donc, ce n'est pas un sujet simple. On va terminer là-dessus. Merci Olivier. Eh bien, merci Arnaud de m'avoir reçu. C'est toujours Lex Inside, on va parler des stratégies de développement des cabinets d'avocats. Et pour évoquer ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir Valentin Tonti-Bernard, président d'Anomia. Valentin, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, quelles sont les stratégies de développement des cabinets d'avocats à avoir, surtout en ce temps de crise ? Alors, si tu veux, il n'y a pas une stratégie de cabinet d'avocats, mais bien des stratégies. C'est-à-dire que tout doit être fait sur mesure. Ceux qui prétendent avoir une recette miracle ou une formule magique, ce sont des bonimenteurs. C'est-à-dire qu'en fonction de la typologie du cabinet d'avocats, en fonction de son business model, en fonction de sa cible, de la proposition de valeur et des offres proposées, la stratégie sera bel et bien différente. Donc on ne peut pas avoir de réponse entre guillemets générique qu'on peut apporter, mais en tout cas des réponses qui s'opèrent par rapport au business model proposé. On repère 3 types de cabinets d'avocats, ou plutôt 3 types de modèles sur lesquels on va faire une analogie par rapport à d'autres métiers. On a le business model de l'infirmier, celui du psychologue et celui du neurochirurgien. Pour le business model des cabinets d'avocats, on rencontre très peu de business models qui sont dus à l'infirmier. L'infirmier, c'est je fais des actes, un maximum, pour avoir un maximum de rentabilité. C'est-à-dire que tout est processé en interne pour me permettre de sortir avec de la rentabilité l'intégralité de mes actes. On retrouve plus souvent celui du psychologue. C'est-à-dire que je vends du temps
contre une prestation de service à haute valeur ajoutée. Et le business model du chirurgien, plutôt du neurochirurgien, est un business model où finalement tout est travaillé par l'interne, avec des avocats qui vont travailler sur chaque acte, mais où l'associé va finalement saupoudrer avec sa stratégie et avec son expérience juridique pour justement sortir un maximum de rentabilité. Donc en fonction de ces 3 modèles, on a 3 stratégies différentes qui peuvent être adoptées. Alors, les cabinets d'avocats sont parfois frileux à adopter une vraie stratégie de développement. Comment les convaincre? Alors finalement, tu ne peux pas convaincre un cabinet d'avocats qui ne ressent pas le besoin de travailler ou de changer sa structure. C'est-à-dire que finalement, en fonction des objectifs du cabinet d'avocats, s'ils ne ressentent pas de besoin de transformation en interne, tu pourras faire tout ce que tu veux en termes d'évangélisation, en termes de discussion, en termes de négociation. Jamais il n'y aura de transformation. Par contre, lorsqu'il y a une bribe, ou en tout cas un objectif qui est à atteindre pour le cabinet d'avocats, là on peut commencer à discuter. Et la seule façon de convaincre un cabinet d'avocats, c'est de pouvoir lui montrer des chiffres, c'est de pouvoir lui montrer des résultats, et de se baser sur ce qui existe en interne au sein de son cabinet. Une fois de plus, il n'y a pas de recette miracle, c'est uniquement du process, c'est uniquement de la stratégie qu'on va pouvoir confronter sur le terrain et qu'on va pouvoir modifier a posteriori. Donc l'essentiel, c'est de tester, puis après, d'itérer et enfin de pouvoir mettre en process lorsque les activités fonctionnent bien. Pour terminer, quelles sont les bonnes pratiques à recommander en la matière? Alors les bonnes pratiques, une fois de plus, et j'ai l'impression de faire de la langue de bois à chaque fois, mais ce n'est absolument pas le cas, c'est vraiment de se baser sur son cabinet d'avocat. C'est-à-dire que le business, c'est quelque chose d'extrêmement simple, c'est de la qualification et de l'acquisition, puis de la production. Donc déjà, regarder à l'intérieur de son bilan, ou en tout cas à l'intérieur de son ERP si le cabinet en a un, pour regarder où est-ce qu'il est le plus rentable et où est-ce qu'il est le moins rentable. Et nous, chez Anomia, on a développé une méthode où finalement on a des activités qui sont rentables et en croissance, le top du top, ce qu'on appelle la vache à lait. Des activités rentables et en décroissance. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Notre activité est rentable, mais on a de moins en moins de clients. Dans ce cas-là, on va travailler sur l'acquisition client pour aller chercher de la clientèle et pouvoir continuer cette activité. L'activité est non rentable, mais en croissance. Comment on fait pour rendre cette activité rentable? Est-ce que c'est possible ou pas? Et l'activité est en décroissance et non rentable. Dans ce cas-là, on tue l'activité et on se concentre sur autre chose. Donc ça, c'est pour les premières bribes, entre guillemets, de stratégie qu'on peut appliquer au sein d'un cabinet d'avocats. Et après, il y a énormément de choses à faire en termes de positionnement, en termes de proposition de valeur, en termes de compréhension des objectifs clients, en termes d'acquisition, de développement, de fidélisation, de cross-selling, d'upsell. On a énormément de choses à faire et il est nécessaire de pouvoir soit aller regarder ce qui existe dans d'autres secteurs d'activité, soit de se poser autour de la table avec ses associés pour pouvoir discuter de cette stratégie-là et de pouvoir se concentrer sur les objectifs concrets du cabinet d'avocats, soit de pouvoir se faire accompagner par une structure qui pourra leur permettre de se développer. Donc des leviers de développement multiples. Exactement. Merci Valentin d'être passé sur le plateau de Lex Inside. Avec grand plaisir Arnaud. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Lex Inside.